Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'association Expertise Climat. Si vous ne nous connaissez pas, quelques mots à notre sujet. Nous sommes une association loi 1901, donc à but non lucratif. Nous sommes financés par la philanthropie et des subventions publiques. Et notre mission, c'est de créer des ponts, des collaborations entre les journalistes et les scientifiques sur les enjeux de transition écologique. Donc nos webinaires ont lieu régulièrement et sont vraiment exclusivement destinés aux journalistes et ils servent à se former, à comprendre les principaux enjeux à l'actualité en matière d'environnement, de changement climatique. Et voilà, c'est un temps vraiment d'échange pour poser toutes les questions qui vous intéressent et vous taraudent. Et pour découvrir aussi de nouveaux visages, de nouveaux chercheurs, et en l'occurrence ici de nouvelles chercheuses, même si on les voit quand même assez régulièrement dans les médias. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marine de Guglielmo-Weber, qui est chercheuse sur les enjeux géostratégiques et l'environnement à l'IRSEM, qui est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Donc, elle travaille sur l'énergie, l'environnement, les matières premières et donc voilà les relations entre les États. Elle nous en dira un petit peu plus. Et nous accueillons aussi Heidi Sevestre, qui est glaciologue, qui est Deputy Secretary à l'AMAP, qui est une sorte de GIEC, m'a-t-elle dit juste avant, au Conseil de l'Arctique, et qui nous racontera ce qu'elle constate dans les pôles. Alors aujourd'hui, le sujet du moment, c'est la géo-ingénierie. Alors ce terme un petit peu barbare vise à couvrir qu'en fait un ensemble de techniques qui servent à modifier le climat, l'environnement. Ce sont plutôt des mesures correctives que préventives. Je pense que tout ça, vous le savez. Et même si on n'a pas tout à fait d'espace pour parler de ces techniques aujourd'hui, en fait, elles s'invitent un peu partout dans les conférences internationales, dans les sommets, et dans tous les espaces où on parle de climat, en fait, et aussi dans la science. Donc, on a pensé que c'était peut-être un bon moment pour faire un point ensemble sur ces techniques, où elles se trouvent, qui investit dedans, de quoi il s'agit en fait. Voilà, et en fait, on en est un petit peu, on est un peu au début de du phénomène et de la courbe. Donc, je pense que en tant que journaliste, c'est quelque chose que vous aurez probablement à couvrir pendant les années qui viennent et qui peut être intéressant pour vous de comprendre aujourd'hui. Voilà, quelques règles de participation avant de passer la parole à nos expertes. Si vous avez des questions de clarification sur des acronymes, des définitions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mes acolytes et moi les transmettrons aux chercheuses. Et puis ensuite, on se garde un vrai temps de questions-réponses dans la deuxième partie de webinaire. Voilà, pour pouvoir répondre à vos questions. Merci à vous de m'avoir écouté. Je passe la parole sans plus tarder à Marine. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de géo-ingénierie et merci beaucoup à Célia pour l'invitation. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer dans cette présentation, c'est que en fait, la géo-ingénierie, elle a deux visages. Un premier visage qui est très banal, qui est complètement intégré aux politiques climatiques et qui est en fait la géo-ingénierie du carbone, donc le fait d'aller retirer le carbone qui est le dioxyde de carbone qui est déjà présent dans l'atmosphère, et un second visage qui est beaucoup plus controversé, qui suscite encore de très nombreuses réticences, mais qui est en train, de manière très lente, de se normaliser lui aussi, et donc on va dire de suivre le premier. Et ça, c'est la géo-ingénierie solaire, donc ce qu'on peut appeler aussi le refroidissement artificiel. Et ce processus de normalisation, il suscite des risques à la fois pour la sécurité des populations et des écosystèmes, pour les mesures d'atténuation et aussi pour la paix internationale. C'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, je voulais commencer par vous parler d'un rapport qui est sorti en 2023
et qui a été publié par la Climate Overshoot Commission. Donc en français, c'est la commission sur le dépassement climatique. Alors le concept d'overshoot, de dépassement, c'est un concept qu'on entend de plus en plus depuis quelques années, qui voilà, concentre de plus en plus l'attention à la fois des médias et des scientifiques, c'est ce risque qu'on dépasse les seuils fixés par les accords de Paris. Et donc cette commission pour, on va dire, éviter les risques de ce dépassement, elle nous a proposé une stratégie qui a été publiée dans ce rapport en 2023 en 4 points. Et ces 4 points, ils sont extrêmement importants à avoir en tête. Donc, l'acronyme, c'est CARE. Euh, donc en français, le soin. Et donc déjà, c'est assez intéressant de voir qu'on nous invite voilà, à prendre soin de notre planète. Et puis, si on regarde donc chaque brique de cet acronyme, il y a le fait de réduire les émissions. Donc cut, réduire nos émissions, c'est de l'atténuation tout à fait classique. On a ensuite l'adaptation. Et puis, les deux derniers piliers de cette stratégie du care, du soin de notre planète, c'est le fait de retirer le CO2 donc, qui est déjà présent dans l'atmosphère. Donc, on intervient en fait a posteriori. On n'est plus en train d'empêcher le CO2 de rejoindre l'atmosphère, mais on essaie de le retirer une fois qu'il est déjà présent. Et puis, il y a une dernière dimension qui est présentée comme une dimension exploratoire. On va aller explorer le potentiel de la géo-ingénierie solaire, donc de cette idée de refroidissement artificiel. Et donc ça, ce sont les deux piliers qu'on trouve de manière très classique dans la géo-ingénierie. Donc pour vous donner un peu plus de détails, en fait, histoire d'avoir voilà, une définition simple de ce que c'est que la géo-ingénierie, en fait, c'est toute modification intentionnelle de l'environnement à grande échelle. Et la fonction de cet ensemble de techniques, c'est de lutter contre les changements climatiques. Et si jamais vous avez besoin voilà, de faire la part des choses et de vous demander comment je fais la différence entre une technique de modification de l'environnement qui participe de la géo-ingénierie et une technique qui n'est pas de la géo-ingénierie, vous pouvez la confronter à 3 critères. Donc l'échelle, il faut que votre modification de l'environnement elle est à minima une échelle régionale, mais elle peut aussi aller jusqu'à l'échelle planétaire. Et donc, on parle souvent de modification de la météo, par exemple, qui en fait renvoie à des techniques de modification de l'environnement très locales. Ça n'entre pas dans ce critère-là de l'échelle assez importante sur le plan géographique. Ensuite, il faut une intention. Il faut que vous ayez envie d'exercer ce changement sur votre environnement. Donc, typiquement, le changement climatique, ça n'est pas de la géo-ingénierie puisque on considère que ça a été fait un peu par inadvertance, mais on va dire qu'un changement climatique intentionnel, ça pourrait rentrer dans la catégorie géo-ingénierie. Et enfin, la temporalité, c'est toujours une intervention qui va venir en aval des changements climatiques. Vous avez déjà en quelque sorte déréglé votre climat et on est dans une dynamique de réparation. On vient réajuster, on vient en fait guérir des symptômes qu'on a déjà créés. Et puis là, vous retrouvez en fait sur le petit schéma les deux grandes catégories dont je vous parlais. Donc en rouge, tout ce qui relève du refroidissement artificiel de la géo-ingénierie solaire, où vous allez en fait, le plus souvent, essayer de diminuer la part de rayonnement solaire qui entre dans l'atmosphère. Donc, par exemple, en injectant des aérosols réfléchissants au niveau de la stratosphère. Ou par exemple, en rendant vos nuages plus réfléchissants. Et puis, vous avez toutes les techniques qui relèvent donc de la géo-ingénierie dite du carbone, où vous allez essayer d'augmenter la capacité soit des sols, soit des eaux, soit de la végétation à absorber du carbone. Et puis, vous allez parfois aussi avoir des techniques plus industrielles où on va carrément avoir ce qu'on appelle la capture directe du CO2, c'est-à-dire des usines qui filtrent l'air ambiant pour essayer d'en extirper une partie du dioxyde de carbone.
Donc voilà c'est un exposé très très rapide en fait, il y a une très grande diversité de techniques dans cette catégorie géo-ingénierie. On pourra y revenir si vous avez des questions sur certaines des techniques. Alors, comme je vous le disais, ce que moi j'aimerais vraiment mettre en avant, c'est que ce sont des techniques qui sont en cours de normalisation. Et donc, je dirais même que les techniques fondées sur le carbone, en fait, ce sont des techniques qui sont déjà fortement normalisées. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, les financements sur la gauche, les financements qui ont été attribués à la géo-ingénierie du carbone. Alors, ce sont exclusivement les subventions de recherche qui ont été allouées. On voit que ces subventions de recherche, au début des années 2000, elles sont quasiment au point mort pour arriver dans les années 2020 à 250 millions de dollars par an. Donc là, on est quand même sur une explosion des subventions de recherche à partir, en fait, dès les années 2010. On voit que la courbe commence à monter en 2005-2006, et puis à partir des années 2010, c'est vraiment parti. Maintenant, quand on regarde les subventions de recherche allouées à la géo-ingénierie solaire, on voit que c'est beaucoup plus lent que encore dans les années 2015-2016, ça n'a pas vraiment décollé et qu'on voit vraiment un pic à partir de la fin des années 2010. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le point commun, en fait, de ces deux techniques, c'est que elles sont toutes les deux sur une pente ascendante en termes de subventions de recherche. Mais on va dire que la géo-ingénierie solaire est un peu en retard. Elle a beaucoup moins de financement. Elle suit la même trajectoire, mais de manière beaucoup plus lente. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et puis, on voit aussi ce mouvement de normalisation à travers une multiplication des publications à la fois dans la sphère politique, donc que ce soit des rapports de think tanks, d'institutions internationales, ou que ce soit des rapports plus scientifiques. Et donc là, vous voyez vraiment, encore une fois, une accélération des publications à partir des années 2020-2021, surtout en ce qui concerne la géo-ingénierie solaire, avec notamment, donc on voit notre rapport de la Climate Overshoot Commission en 2023. On voit plusieurs papiers soit de la Commission européenne, soit du Parlement européen sur cette même année. Enfin voilà, il y a aussi un emballement des publications qui montre vraiment. Alors, ça ne veut pas dire que l'ensemble de ces publications sont favorables à ces techniques, mais ça montre qu'il y a on va dire, une pénétration de la géo-ingénierie, notamment de la géo-ingénierie solaire, dans les débats politiques et scientifiques. Et puis, certaines de ces publications sont un peu ambivalentes et laissent quand même la porte ouverte à ces techniques. Et c'est notamment le cas du rapport de la Climate Overshoot Commission. C'est aussi le cas du rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement en 2023. Enfin voilà, il y a quand même une ambivalence et on va dire que la porte de la géo-ingénierie solaire n'est pas fermée pour la plupart de ces acteurs. Et puis, on va dire une dernière illustration de cette progression, de cette normalisation de la géo-ingénierie solaire, c'est le fait que les acteurs qui sont favorables se diversifient. Avant, on avait un noyau très, très restreint d'acteurs qui promouvaient ces techniques, qui en parlaient en fait dès le début des années 2000 comme peut-être soit un plan B, ou peut-être même la seule solution qu'on avait face à l'inertie sociopolitique de nos sociétés. Et puis là, on voit apparaître des militants pour le climat ou pour la biodiversité qui y sont favorables. On voit apparaître des figures scientifiques qui auparavant, enfin, qui sont considérées comme des figures très respectées et modérées et qui commencent à en parler en se disant, bon, bah, peut-être que ça va être notre seule option. Et puis, comme je vous le disais, au sein des sphères politiques, alors, par exemple, à la tête de la Climate Overshoot Commission, on a Pascal Lamy qui répète très souvent, alors lui, il a cette expression, il faut retourner toutes les pierres. Et enfin, voilà, il y a cette diversification des acteurs. Alors, cette diversification, pardon, elle s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, il y a
lassitude et même un désespoir vis-à-vis de la gouvernance internationale du climat qui n'arrive pas à répondre au sentiment d'urgence climatique qui est partagé par l'ensemble de ces acteurs. Et donc, face à cette urgence, on se dit, mais mince, en fait, il va falloir le faire pour gagner du temps parce qu'on a des dirigeants politiques qui vont trop lentement et peut-être même qu'ils sont incapables de faire la transition nécessaire. Donc, il va falloir faire de la géo-ingénierie. Et ça va avec le fait qu'on entend de plus en plus, comme je vous le disais plus tôt, ce concept de dépassement. Il y a la normalisation de ce récit-là, le fait qu'on va dépasser, que peut-être même on a déjà dépassé, on est en train de dépasser le seuil des 1,5. Et donc, face à ce dépassement, il faut agir vite pour réduire les températures globales. Et puis, un autre facteur qui est vraiment pas négligeable, c'est le lobbying extrêmement actif d'un certain nombre d'ONG, de fondations qui sont généralement financées par des philanthropes américains. Et ça, on pourra en reparler. Là, j'ai pas trop le temps d'aller dans le détail, mais ce lobbying, il est très actif et ça prend la forme de financements qui sont versés à certains groupes. Alors, et là, il y a le cas de Operation Arctic, qui est un groupe en fait, d'ex-membres d'Extinction Rébellion et qui casse vraiment les codes de ce qu'on attend des promoteurs de la géo-ingénierie. Généralement, on voit des vieux ingénieurs ou scientifiques de la Silicon Valley qui promeuvent ça de manière un peu classique. Et puis là, on voit des jeunes des jeunes dire vraiment ouvertement, en fait, c'est la seule issue pour sauver notre génération et sauver la planète. Et en fait, ce type de groupes ils sont soutenus, ils sont directement financés par certaines fondations. Alors là, par exemple, dans leur cas de figure, ils sont financés par Silver Lining, qui est une ONG extrêmement active dans le lobbying, dans la promotion et dans le financement de la géo-ingénierie solaire, mais je suis sûre que Heidi pourra nous en parler beaucoup mieux que moi. Alors voilà, il faut bien garder en tête ce facteur-là du lobbying. Et pour entrer un peu plus dans le détail de ces stratégies en fait, de banalisation et de promotion de la géo-ingénierie solaire, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée d'un plan B. Alors c'est un peu ce dont je vous parlais, c'est bon, en gros, on ne sait pas encore si la gouvernance internationale du climat va fonctionner. Donc, il faut investir dans la géo-ingénierie pour se préparer, pour en fait avoir une issue de secours si jamais ça ne fonctionne pas. Et donc ça, c'est une stratégie de banalisation extrêmement puissante, puisque ça vous mène à, en fait, ça ouvre en fait une voie royale à l'élaboration de stratégies de géo-ingénierie, au fléchage de financement vers ce domaine. Et les financements, ils peuvent pas être partout. Si vous fléchez des financements vers la géo-ingénierie, vous en avez aussi moins vers l'atténuation. Il y a l'approche CARE dont je vous ai parlé. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'on justifie de plus en plus la géo-ingénierie solaire par la géo-ingénierie du carbone. Pourquoi? Parce que nos techniques d'extraction du carbone atmosphérique, ce sont des techniques qui ne sont pas matures technologiquement. Ça, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. On a des techniques qui sont très présentes dans les négociations internationales, qui sont là dans tous les accords d'atténuation. Enfin, voilà, elles sont absolument centrales, mais elles ne sont pas matures technologiquement. Et donc, il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps pour être en mesure d'aller retirer ce carbone de l'atmosphère. Et le seul moyen de gagner du temps, ce serait de refroidir artificiellement la planète le temps que nos techniques de capture du CO2 soient prêtes. Et donc, il y a en fait un phénomène d'auto-entraînement, de justification, d'interdépendance qui fait qu'aujourd'hui, on est déjà dans une situation où, à de nombreux égards, on s'est rendu dépendant de la capture carbone, alors même qu'elle n'est pas encore prête technologiquement. Et donc, pour certains acteurs, on se retrouve coincé, on se retrouve obligé de se retourner vers la géo-ingénierie solaire pour gagner du temps.
Et puis, dernier point, dernier élément intéressant qu'on peut pointer dans ces stratégies discursives, et peut-être que vous allez y faire face ou que vous y avez déjà fait face dans le cadre de votre métier, c'est le fait d'euphémiser ces techniques, notamment par l'utilisation de terminologie un peu plus technique ou bureaucratique. C'est-à-dire que, notamment, ce sont des acteurs qui évitent de parler de géo-ingénierie, ils vont plutôt parler de modification du bilan radiatif. Voilà, va y avoir en fait des terminologies qui à la fois sont un peu plus institutionnelles, qui sont un peu moins accessibles au grand public. Il y a une stratégie de différenciation pour ne surtout pas associer le volet carbone et le volet solaire, et pour masquer en fait la convergence d'intérêts politiques et économiques entre ces deux piliers. Alors, je vais essayer de finir très rapidement, mais pour vous donner un peu une idée des endroits où se situent ces projets et des puissances en fait qui les défendent. Évidemment, en ce qui concerne la géo-ingénierie solaire, ce sont les États-Unis qui sont en tête. Alors là, sur la droite, vous pouvez voir les financements. Ça, en fait, ça cumule des financements publics et des financements privés. Et donc, vous voyez bien que l'endroit où il y a le plus de projets de géo-ingénierie qui sont financés, c'est aux États-Unis, qui sont le grand leader de la géo-ingénierie solaire. Et puis, donc, il y a bien sûr la Grande-Bretagne en seconde place avec, alors on pourrait aller un peu plus dans le détail des projets si vous voulez lors des questions, avec voilà, vraiment ce monopole états-unien. Alors bien sûr, il y a des projets aussi, on peut le voir, alors en Allemagne, en Australie, en Union européenne, il y a souvent, alors pour en fait, chaque pays a des intérêts bien spécifiques. Par exemple, l'Australie ne s'intéresse pas forcément aux stratégies de refroidissement global, mais cherche plutôt des stratégies de refroidissement local, notamment pour préserver la grande barrière de corail. Et ça, c'est un grand point aussi. Vous allez avoir des pays qui vont plutôt s'intéresser à un refroidissement planétaire. C'est le cas des États-Unis et surtout de la Grande-Bretagne. Et puis, il y a d'autres puissances comme l'Australie et comme la Chine aussi, qui s'intéressent plutôt à des techniques de refroidissement local, soit pour éviter de franchir des points de bascule, pour voilà, préserver certains écosystèmes qui sont stratégiques pour eux. Et donc, c'est le cas aussi de la Chine qui milite pour notamment des stratégies de géo-ingénierie polaire. Mais ça, encore une fois, Heidi pourra peut-être vous en parler. Et dernier point, et je m'arrêterai là, quels sont les risques? Alors moi, je vais parler plutôt de risques sociopolitiques et géopolitiques et je laisserai Heidi vous parler des risques plutôt physiques, géophysiques. Un premier risque, c'est ce qu'on appelle l'aléa moral, c'est-à-dire le fait que si on vous propose une solution centrée sur la technologie qui vous évite un certain nombre d'efforts liés à la fois à l'atténuation, à la fois à l'adaptation, vous allez peut-être préférer faire de la géo-ingénierie plutôt que vous lancer dans ces stratégies politiques. Et ça, alors, ça fait l'objet de débats scientifiques aujourd'hui, hein, l'existence ou pas de cet aléa moral, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que un certain nombre d'acteurs préféreront toujours observer les choses d'un point de vue purement comptable, c'est-à-dire qu'est-ce qui me coûte le moins. La géo-ingénierie solaire coûte beaucoup moins cher que le fait de faire de l'atténuation, de s'adapter, de prendre en charge les catastrophes climatiques, les catastrophes météo-climatiques, de faire de la reconstruction. Et donc ça va avec une idée plus générale qui est que on a des acteurs qui promeuvent la géo-ingénierie pour conserver ce qu'on appelle le business as usual. C'est-à-dire qu'on est clairement aujourd'hui dans un contexte où tout nous montre que nos activités socio-économiques sont incompatibles avec notre système planétaire. Et donc, on a deux options. Soit on s'adapte à notre système planétaire et on repart sur des pratiques, sur une manière d'habiter la Terre qui est compatible avec ce système Terre, soit on choisit de bricoler notre système Terre pour qu'il s'adapte à nous. Alors voilà, je vous laisse deviner dans quel camp on peut placer la géo-ingénierie.
Ensuite, il y a des questions d'insécurité. Mais voilà, ça, Heidi pourra en parler mieux que moi, mais c'est l'idée qu'on va, avec ces techniques, toucher alors, à la pluviométrie, en fait, à certains échanges thermiques, à la capacité que vont avoir les populations peut-être à s'alimenter si on réduit, par exemple, l'activité de photosynthèse, si on utilise certains produits chimiques. Je vous parlais tout à l'heure du fait d'injecter des aérosols dans la stratosphère. Bon, la plupart du temps, ce qui est envisagé, c'est de mettre du soufre. C'est pas non plus sans risque sur le plan sanitaire. Il y a des auteurs qui mettent en avant le risque de pluie acide, etc. Il y a des impacts sur l'atténuation aussi, parce que, alors c'est toujours lié à cette question du rayonnement solaire. En fait, si vous réduisez une partie du rayonnement solaire entrant, quel impact ça peut avoir, par exemple, sur les énergies renouvelables? Et il y a eu notamment un très bon article de Roland Seferian et de Suzanne Bord qui est paru, il me semble, l'année dernière, qui mettait en avant le fait que la géo-ingénierie solaire pouvait avoir des impacts non négligeables sur les panneaux photovoltaïques, sur leur efficacité. Et donc là, il y a un conflit direct entre géo-ingénierie et atténuation. Et puis, le dernier enjeu, et je m'arrêterai là, c'est vraiment le risque énorme de polarisation des relations internationales, et c'est ce sur quoi moi je travaille directement. Vous avez des techniques qui, par essence, vont avoir des effets transfrontaliers. Parce que, par définition, on se l'est dit, la géo-ingénierie, c'est une modification de l'environnement à grande échelle. Il est aujourd'hui absolument impossible de mettre l'ensemble de la communauté internationale d'accord sur le fait qu'on va modifier l'atmosphère et sur les modalités de cette modification. Parce que non seulement il faudrait mettre tout le monde d'accord sur le principe, et on voit bien qu'aujourd'hui, dans la communauté internationale, il y a des tensions autour de ce sujet-là, mais il faudrait aussi mettre tout le monde d'accord sur la technique qu'on va utiliser, l'endroit où on va déployer cette technique, les substances, quel est l'objectif, est-ce qu'on veut limiter le réchauffement à 1,5, est-ce qu'on veut le limiter à 2 degrés. Voilà, tout ça, c'est extrêmement polarisant. Et donc, ça nous met dans une situation où un déploiement consensuel et démocratique de la géo-ingénierie est impossible ou très hautement improbable. Et donc, ça nous mène à une situation où s'il y a un déploiement, ça se fera forcément sans le consensus d'une partie de la communauté internationale, avec un risque d'escalade, c'est-à-dire que si vous avez un État ou une coalition d'États qui le fait dans son coin, peut-être que vous allez avoir ce qu'on appelle des opérations de contre-géo-ingénierie, c'est-à-dire que des puissances adverses vont vouloir réintervenir pour inverser les effets de la première intervention. Donc, on pourra en parler un peu plus en détail si vous le souhaitez, mais il y a un gros enjeu géopolitique à cet égard-là. Et puis, le dernier point, c'est que souvent, le matériel qui est utilisé pour faire de la géo-ingénierie, c'est ce qu'on appelle en études de sécurité du matériel dual. C'est-à-dire que vous utilisez généralement des avions, du matériel de surveillance et du matériel qui peut tout à la fois servir à des fins civiles et à des fins militaires. Et donc, il y a un risque absolument non négligeable de militarisation de la technologie. Et si on veut essayer d'anticiper ça un peu plus finement, on peut regarder ce qui se passe aujourd'hui, non pas dans le cadre d'un déploiement de géo-ingénierie, mais dans le cadre d'un déploiement de techniques de modification de la météo. Vous avez un cas d'école absolument formidable qui est les pratiques de modification de la météo chinoise, qui montrent à la fois un potentiel de conflictualité énorme, puisque ces techniques suscitent de grosses tensions avec l'Inde, et aussi un potentiel de militarisation qui est assez effrayant, puisque la Chine utilise ces techniques de modification de la météo aussi pour faire pression sur ses voisins. Sont des techniques qui, comme je vous le disais, font intervenir du matériel dual, et il y a un risque très fort de militarisation. Alors, on pourra en parler ensemble si vous voulez. Moi, je vais m'arrêter là et puis je vais passer la parole à Heidi. Après cette incroyable et très complète présentation de Marine, je voulais continuer à plonger la tête la première dans la maladaptation face au changement climatique et vous parler de ce qui se passe dans les régions polaires.
Alors ce matin, ça tombe bien parce que je vous parle depuis le Svalbard. Alors Célia, tu m'excuseras, j'ai changé le message, j'ai rajouté une petite carte parce que c'est quand même important de montrer là où on est, là où ça se passe. Là, je vous parle depuis le petit archipel du Svalbard, voilà, qui est juste ici, qui est vraiment au cœur du haut Arctique norvégien. Et ici, on est à 1000 et quelques kilomètres du pôle Nord. Et la raison pour laquelle je voulais faire un focus région polaire ce matin, c'est parce qu'il s'en passe des choses ici sur la géo-ingénierie pour tout un tas de bonnes raisons, notamment le fait que les régions polaires, c'est des régions qui stabilisent en grande partie le climat global. Donc c'est pour ça qu'il y a un énorme focus aujourd'hui de la part de la géo-ingénierie dans ces belles régions. Je voulais commencer par une petite histoire qui m'a pas mal fait réfléchir, qui m'a pas mal remué. Le Svalbard, donc ce petit archipel qui est juste ici, c'est un endroit où pendant l'hiver, voilà, la banquise va s'étendre. La banquise, c'est ce que vous voyez ici. C'est cette glace qui est présente de façon permanente sur l'océan glacial arctique, qui s'étend pendant l'hiver, qui se rétracte un petit peu l'été, mais qui est toujours là. Et cette banquise, elle est juste dingue, elle est absolument formidable, parce que c'est un écosystème gigantesque qui est relativement blanc, très clair en couleur, qui va renvoyer le rayonnement solaire dans l'espace. La banquise, en gros, c'est le meilleur climatiseur de la planète. Voilà, elle se débarrasse d'une grande partie de la chaleur que l'on reçoit du soleil. Et donc, c'est trop bien. Cette banquise, elle nous permet de garder des régions polaires relativement froides. Et notre climat, il est basé sur le fait que les régions polaires sont relativement froides. C'est vraiment ce qui nous permet de stabiliser le climat. Et l'année dernière, alors après, ça fait un petit paquet d'années que je passe du temps au Svalbard, mais l'année dernière, pour la première fois, j'entends parler d'un projet un petit peu obscur de ces deux messieurs ici qui travaillent pour une startup qui s'appelle Arctic Reflections. Arctic Reflections a pour objectif d'essayer tout simplement de sauver la banquise arctique. La banquise, elle souffre énormément face au changement climatique aujourd'hui. En 40 ans, on a perdu à peu près 45% de la superficie de la banquise parce qu'elle fond sur un océan qui se réchauffe, elle fond au contact de l'air qui se réchauffe aussi. Donc on a perdu, voilà, en 40 ans, à peu près 45% de sa surface. Et en 40 ans, on a perdu à peu près les trois quarts du volume de la banquise de l'Arctique. Et là, franchement, tous les signaux nous montrent que cette banquise risque de disparaître. Pour l'instant, le consensus scientifique nous montrerait que cette banquise risque d'avoir ses premières saisons d'été en disparaissant complètement d'ici les années 2040. Donc 2040, on risque d'avoir les premiers étés sans banquise dans l'océan glacial arctique. Et donc, bref, il y a des nouvelles startups qui essayent de réfléchir à comment on pourrait sauver cette banquise. Comment est-ce qu'on pourrait garder son pouvoir réfléchissant? Et donc, cette startup, Arctic Reflections, qui a eu énormément de médias, énormément de publicité, comment ça marche? C'est tout simple. En fait, ils ont utilisé une technique qu'on utilise très communément au Canada, aux États-Unis, pour faire des patinoires pendant l'hiver. En fait, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un tuyau d'arrosage, on jette de l'eau dans son jardin, dans sa cour. S'il fait -20, -30, et ben, cette eau, elle va regeler et ça va faire une couche de glace de plus en plus épaisse, plus on va rajouter de l'eau. Et donc, cette start-up, ils ne sont pas trop pris la tête, ils ont trouvé une technique qui existait déjà. Et ils se sont dit, mais si on allait installer des pompes sur la banquise qui est encore là, hein, mais qui se réduit en volume, qui se réduit en épaisseur, et si on n'allait pas donc pomper l'eau de l'océan glacial arctique, recracher cette eau à la surface de cette banquise. Et en effet, ils n'ont pas tort, hein, s'il fait -20, -30, et ben cette eau pompée donc de l'océan, elle va regeler, elle va nous permettre de réépaissir cette banquise. Donc c'est un sujet de controverses énormes. C'est la première fois que ce test a été autorisé ici au Svalbard, vraiment la frontière d'un parc national. Donc je pense qu'ils ont choisi leur endroit de façon assez stratégique. Et c'est aussi intéressant qu'ils ont choisi le Svalbard parce qu'ici, il n'y a pas de communauté autochtone. Donc ça simplifie très certainement les prises de décision, les démarches administratives. Alors pourquoi c'est écrit, voilà, 100 000 km² de banquise, restaurer 100 000 km² de banquise sur ce petit slide? C'est parce que cette start-up, il faut vraiment voir là où ils veulent aller en termes d'ambition. Ils veulent sauver 100 000 km² de banquise chaque année, parce qu'en moyenne, chaque année, on perd 100 000 km² de banquise. Et une pompe permettrait, hein, d'après cette start-up, de réépaissir 1 km² de banquise. Donc voilà, imaginez un petit peu cette ambition.
Il va falloir donc déployer 100 000 pompes chaque année sur l'océan glacial arctique, sachant que cette banquise, elle est tout le temps en mouvement, sachant que cette banquise, elle touche tout un tas de pays, hein, notamment les États-Unis, le Groenland, la Russie, des pays qui ont, pour tout un tas de raisons, pas mal de difficultés aujourd'hui à se mettre d'accord. Donc, quand même, cette start-up essaie de faire les choses bien. Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer, hein. C'est vraiment des personnes qui sont convaincues de faire quelque chose de positif pour stabiliser le climat global, de faire quelque chose de positif pour notamment la faune qui a encore besoin de cette banquise aujourd'hui. Alors, les premiers résultats sont sortis dans ce rapport hein, qui est sorti au mois de septembre, Svalbard Field Test. Et pour l'instant, alors les résultats ne sont pas oufissimes, je ne vous le cache pas. Il semblerait que le premier test qu'ils ont fait, qui a certes pas duré très longtemps, mais il aurait permis bien sûr d'épaissir la banquise, il a gagné quelques dizaines de centimètres. Mais le problème, c'est que ces quelques dizaines de centimètres de glace, ils contiennent énormément de sel, hein, parce que évidemment, l'eau de l'océan glacial arctique est très salée. Donc en fait, c'est assez bizarre, c'est qu'ils ont rajouté beaucoup de sel sur cette banquise. Et en fait, le fait de rajouter beaucoup de sel sur la surface de cette banquise, en fait, ça n'a pas eu l'effet aussi positif qu'ils le souhaitaient. Certes, la banquise a duré 2 jours de plus, mais en fait, elle contenait tellement de sel qu'au bout d'un moment, ça a accéléré la fonte de cette banquise. Ce test, il est intéressant parce qu'il n'est pas tout à fait complet. Moi, c'est vraiment ce que je pousse dans les premiers tests de géo-ingénierie, c'est d'oser évoquer tout un tas de challenges auxquels font face ces technologies. On ne parle pas vraiment de l'énergie utilisée par les pompes. Très clairement, elles ne fonctionnent pas d'amour et d'eau fraîche, hein, ces pompes. Elles fonctionnaient avec du diesel. On ne parle pas du tout des émissions de black carbon, donc du noir de carbone, pardon, les petites particules qui vont se déposer ensuite sur la banquise qui est d'habitude très blanche, risque de l'assombrir. En assombrissant ces surfaces-là, elles fondent encore un peu plus vite. On ne parle pas du tout du bruit dans des environnements où il n'y en a pas. Il faut savoir que le bruit, la pollution par le bruit dans l'océan glacial arctique est un grand sujet. Quand on regarde les narvals, ils peuvent entendre des bruits sur 40 kilomètres. Donc si on déploie voilà, 100 000 pompes chaque année, il faut peut-être un petit peu réfléchir à ça. On ne parle pas vraiment de la logistique, hein. Moi, je leur ai demandé, qu'est-ce qui va se passer si au mois de décembre, la pompe du pôle Nord tombe en panne, sachant que la personne ne serait capable d'aller la réparer. Ça, c'est pas évoqué pour l'instant dans ce sujet. Et on n'évoque pas du tout voilà, l'impact vraiment sur cette faune, notamment, c'est peut-être anecdotique, mais pas tant que ça dans l'article, les phoques maintiennent des trous ouverts pour aller respirer hein, au travers de la banquise pendant tout l'hiver et le printemps. Si on installe toutes ces pompes partout, on va évidemment boucher ces trous de respiration des phoques. Et ça, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas pensé. Donc, c'est quand même un petit peu cocasse qu'on on cherche à annoncer voilà, ces 100 000 km² qu'on va sauver chaque année, mais on ne réfléchit pas à tout ça. Et surtout, comme l'a évoqué Marine, on n'évoque pas du tout ici comment et est-ce qu'on va mettre d'accord les États-Unis, la Russie, le Groenland, voire la Chine, voire voilà, tous ces pays qui sont intéressés dans l'Arctique, voire qui sont frontaliers de l'Arctique. Il va falloir qu'ils se mettent d'accord si on veut installer ces 100 000 pompes dans l'Arctique chaque année. Il n'y a pas que Arctic Reflections qui est sur le coup. Il y avait une autre startup qui s'appelle Arctic Ice Project. Eux, ce qu'ils visaient, c'était pas installer des pompes, c'était eux carrément, lorsque la banquise aura disparu, à la remplacer par des petites billes en verre. Ces petites billes en verre seraient de couleur très claire et feraient office de miroir en remplaçant la banquise et donc pourraient réfléchir le rayonnement solaire. Et là, c'est un projet qui est très controversé lui aussi parce que pour qu'il soit vraiment efficace, accrochez-vous, hein, il aurait fallu déployer 360 millions de tonnes de ces petites billes en verre chaque année dans l'océan glacial arctique. 360 millions de tonnes, c'est à peu près équivalent, c'est juste un petit peu en dessous, à la production de plastique annuelle au monde. Donc voilà, comment on produit ces billes, comment on les déploie et quel serait l'impact sur les écosystèmes. Et là, alors j'ai versé ma petite larme, elle était très petite. Le projet vient d'annoncer qu'il allait arrêter justement ce projet, arrêter ses recherches pour pour les causes, les causes que vous pouvez imaginer, risque potentiel pour la chaîne alimentaire arctique. On a introduit des billes de verre qui pourraient évidemment contaminer des écosystèmes qui sont très fragiles. Et aussi, ils évoquent d'autres raisons pour l'arrêt du projet. Énormément de scepticisme envers la géo-ingénierie, le fait que ce soit controversé d'introduire ces nouveaux matériaux. Et mine de rien, ils évoquent le fait que le financement n'était pas si simple que ça. Donc aujourd'hui, vraiment, ces régions polaires, elles polarisent énormément, c'est le cas de le dire, les intérêts de la géo-ingénierie. Et je voulais évoquer un petit peu plus en profondeur pourquoi. Ce que vous voyez sur cette carte, alors je m'excuse, hein, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en anglais sur la géo-ingénierie, mais là, on n'a pas le choix pour suivre ce qui s'y passe.
Ce que vous avez sur cette carte, c'est vraiment les piliers du climat, ce qu'on appelle les points de bascule du climat, les tipping points du climat, des écosystèmes que s'ils franchissent certains seuils de température, ces écosystèmes, on risque de les perdre de façon irréversible. Et si on perd ces écosystèmes de façon irréversible, ils vont avoir un impact monumental sur le climat, bien sûr régional, mais sur le climat mondial. Vous avez par exemple la banquise, voilà, qui est alors là tout au nord de cette petite carte. Vous avez aussi le Groenland, la calotte du Groenland, qui, si elles font, pourrait augmenter le niveau des océans de 6 à 7 mètres. Vous avez l'Antarctique tout au sud, qui, si cette calotte fond, pourrait augmenter le niveau des océans jusqu'à 58 mètres. Donc c'est pour ça aujourd'hui que beaucoup des géo-ingénieurs se disent, putain, cette banquise, il faut vraiment qu'on la stabilise au niveau de l'Arctique, au niveau de l'Antarctique. Ces calottes polaires, il faut vraiment qu'on les garde gelées le plus longtemps possible parce que ils n'ont pas tort. Les conséquences de perdre ces écosystèmes vont être absolument mondiales et vont toucher non pas des millions de personnes, mais vraiment des milliards de personnes. Mais ce qui est vraiment fascinant quand on regarde la géoingénierie, c'est qu'il y a un détail qu'ils n'ont pas compris, qui est au-delà d'un détail, c'est que la banquise, c'est pas juste un miroir qui réfléchit les rayons du soleil. Le Groenland et l'Antarctique, c'est pas juste des calottes qui participent à l'élévation des mers. C'est bien plus que ça. Là, on parle d'écosystèmes qui sont vivants, d'écosystèmes sur lesquels repose une grande partie de la biodiversité sur Terre. Alors, je vous parlais des phoques, je vous parlais des narvals tout à l'heure. Eh ben, ils sont directement connectés à la santé de ces écosystèmes-là. Et si on commence à rajouter de la pollution, si on commence à rajouter du bruit, si on commence à intervenir humainement encore plus dans ces écosystèmes-là, les conséquences pourraient vraiment être irréversibles. N'oublions pas aussi que, par exemple, dans l'Arctique, il y a 7 millions d'habitants. 7 millions d'habitants. Et ces personnes-là, bah, c'est des personnes comme vous et moi, qui ont un taf, qui ont des familles, qui ont des hobbies. C'est aussi, par exemple, au Groenland, des personnes qui vont utiliser ces écosystèmes pour aller chasser, pour aller pêcher, pour avoir vraiment une vie de subsistance. Et aujourd'hui, on a tendance à oublier déjà qu'il faut demander la permission à ces personnes-là hein, pour pouvoir mettre en place ces interventions-là. Et on a tendance à oublier à quel point, finalement, nous aussi, l'être humain repose sur la santé de ces écosystèmes-là. Donc aujourd'hui, ces interventions risquent de perturber des équilibres qui sont vraiment ancestraux et les conséquences de faire ça risquent de coûter très très cher. Quand on dit que la géo-ingénierie coûte peu cher, et tu as bien fait de le dire Marine, c'est souvent un argument qui est avancé, quid des conséquences irréversibles potentiellement de cette géo-ingénierie si elle se plante, si elle perturbe encore plus la biodiversité? Ça risque vraiment d'être absolument monumental en termes de coûts. Et aujourd'hui, qui ira réparer les conséquences de la géo-ingénierie si ça ne marche pas? On voit qu'on n'arrive même pas à trouver des financements pour ce fonds des pertes et des dommages, hein, c'est les gros sujets pendant les COP. Quid d'avoir un fonds pour réparer les pertes et les dommages liés à la géo-ingénierie? Voilà, on n'y est pas du tout. Donc aujourd'hui, on risque de s'avancer dans des technologies où il y a énormément d'incertitudes. Est-ce que ça vaut le coup de mettre tous nos œufs dans le même panier de cette incertitude-là? Ou est-ce qu'on ne suivrait pas, par exemple, une trajectoire qu'on connaît par cœur aujourd'hui, qui est la décarbonisation? On sait comment le faire, on sait quelles sont les conséquences. Et là, voilà, les risques sont beaucoup moins violents. Donc il était temps que la communauté scientifique qui est la mienne, les glaciologues, les climatologues, les océanographes, les biologistes, il était temps qu'on se serre un petit peu les coudes et qu'on se mette à publier, nous aussi, parce que les géo-ingénieurs sont très proactifs, qu'on se mette à publier sur cette géo-ingénierie des régions polaires. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alors, on a un peu de retard, on en est bien conscient, mais là, on est en train de travailler sur un gros papier. Alors, pour nous, un gros papier, c'est 40 auteurs, c'est assez monumental dans notre communauté. On reste des petites communautés. Mais là, on vient de publier le premier brouillon de notre article qui s'appelle pour l'instant Safeguarding the Polar Regions from Dangerous Geoengineering. Donc, c'est-à-dire essayer de préserver les régions polaires face aux techniques les plus dangereuses de la géo-ingénierie. La géo-ingénierie dans les régions polaires, il y a à peu près 60-61 interventions possibles. Nous, on a décidé d'en prendre 5. Les 5 les plus populaires en ce moment, les 5 qui attirent le plus d'intérêt des médias, mais aussi des politiques et du monde privé. Et on voulait vraiment faire un bilan. Combien ça va coûter? Est-ce que ça va vraiment nous faire gagner du temps? Est-ce que ça va pouvoir être mis en place très rapidement?
on regarde l'aspect géopolitique, l'aspect sociétal et on regarde beaucoup l'impact que ça pourrait avoir sur les écosystèmes. Alors, je tiens à vous dire que c'est un brouillon. Là, on est en plein dans ce qui s'appelle l'étape du peer review. Donc, on a reçu des commentaires de nos pairs et on est en train de leur répondre. Et on est en train de travailler avec le journal Frontiers là-dessus. Et donc, on espère pouvoir leur envoyer nos commentaires dans les prochaines semaines. Mais vous pouvez imaginer, ça met du temps avec 40 auteurs différents. Mais je tiens vraiment à insister sur le fait que cette géo-ingénierie, elle est super sexy, quoi. On a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Donc souvent, les médias trouvent que c'est excitant, bien sûr, et ils ont raison de parler de ces nouveaux sujets. C'est très sexy au niveau des gouvernements parce que peut-être si on arrive à le mettre en place très rapidement, si les pays arrivent à se mettre d'accord, eh ben, on pourrait le mettre en place très vite et peut-être en voir les impacts assez rapidement. La géo-ingénierie solaire pourrait avoir un impact. C'est pas quelque chose qui va mettre 20 ans à refroidir la planète, c'est quelque chose qui pourrait être très rapide. Mais n'oublions pas ce qui marche déjà. Il faut vraiment pas abandonner cette histoire de décarbonation et c'est co-bénéfices. Parce que les co-bénéfices de décarboner notre économie, ils sont absolument dingues. C'est bon pour notre économie, c'est bon pour notre santé. Je pense pas que de bloquer le rayonnement solaire, ça va nous permettre de résoudre le problème de la pollution de l'air. Et on sait combien ça coûte la pollution de l'air aujourd'hui économiquement, mais en termes de vie humaine. Aujourd'hui, on sait très bien le quantifier. Donc la décarbonisation, c'est très bon pour notre économie, c'est très bon aujourd'hui pour nos écosystèmes. Donc on a plein de bonnes raisons de le faire. C'est peut-être moins sexy quand on est chef d'État ou quand on est un gouvernement, mais on sait très bien que c'est un problème politique aujourd'hui, cette histoire de décarbonation. Aujourd'hui, ça marche, on sait le faire. Ça coûte moins cher d'avoir des énergies renouvelables, par exemple. On sait très bien préserver des écosystèmes et on sait que ces écosystèmes, quand on les préserve, la nature reprend sa place. Il n'y a aucun problème là-dessus. Quand on crée de vraies aires marines protégées, quand on crée de vrais parcs nationaux, la nature reprend ses droits et les puits de carbone sont en meilleure santé. Ça marche. Donc aujourd'hui, n'oublions pas cette histoire de décarbonisation. Souvent, les géo-ingénieurs, quand ils présentent leurs projets, vont vous dire, il faut décarboner, on sait que ça ne marche pas, donc il faut passer à la solution technologique. Attention là, les amis, il ne faut vraiment pas tomber dans ce piège, parce que quand on regarde vraiment comment ça marche de décarboner et quels sont les co-bénéfices, on voit en termes de transition juste que ça coche vraiment toutes les cases. Donc vraiment, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et je voudrais vraiment terminer là-dessus alors je suis désolée, hein, c'est vraiment un slide dégueulasse avec une liste de questions illisibles, mais je sais que vous les aurez, ces slides, donc je vous recommande de prendre le temps de lire ces questions. Mais voilà, ne tombez pas dans la poudre aux yeux que beaucoup de ces solutions de géo-ingénierie mettent en avant. Posez les questions. Marine nous en a déjà évoqué une grande partie qui sont très très importantes à avoir en tête quand on étudie ces interventions climatiques. Là, je vous en ai mis encore quelques-unes. Combien ça va coûter? Qui va payer? Quid de la gouvernance? Parce que nous, au niveau de l'Arctique, pour l'instant, il n'y a aucune gouvernance sur la géo-ingénierie. Comment est-ce qu'on pourra mettre la Russie, les États-Unis, le Groenland d'accord? C'est une bonne question à se poser, je pense. Qui sera vraiment avantagé? Parce que la géo-ingénierie, ce n'est pas quelque chose qui va résoudre le problème du changement climatique. Alors, encore moins le problème de la biodiversité, bien sûr. Mais qui vraiment va être avantagé par ça? C'est pas par hasard si c'est particulièrement des philanthropes et surtout aux États-Unis en ce moment qui financent ces interventions. Qui va prendre la décision? Est-ce qu'on est totalement transparent sur les résultats? Est-ce que les scientifiques qui bossent sur la géo-ingénierie sont financés de façon indépendante? Est-ce qu'on bosse avec les communautés autochtones ou pas? Ça, c'est un énorme sujet. Je peux vous dire qu'au niveau du Conseil de l'Arctique, on travaille beaucoup là-dessus. Quelles seraient les conséquences potentiellement négatives? Ça, ils vont jamais en parler. Et Marine, tu l'as très bien évoqué, balancer du soufre dans la stratosphère qui ferait écran donc au rayonnement solaire, c'est potentiellement créer des pluies acides. Et ça, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ça pourrait aussi perturber le cycle de la mousson en Asie. Donc là, il y a du monde. Est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller? Quel est leur business plan? Parce que les deux messieurs que je vous ai montrés au tout début de Arctic Reflections, qui veulent mettre 100 000 pompes dans l'océan glacial arctique chaque année, c'est un business plan. Hein. Il faut que ça tourne cette affaire. Et leur business plan, c'est tout simplement de vendre des crédits carbone, donc de faire du carbon offsetting, la compensation carbone pour des entreprises. Qu'est-ce qui va se passer si d'un coup la technologie s'arrête? Donc s'il y a une crise économique, s'il y a une crise géopolitique, il faut peut-être se poser la question, surtout par les temps qui courent. Si on arrête du jour au lendemain de balancer du soufre dans la stratosphère, si on décide de le faire et quelques années plus tard, pour toutes ces raisons, on arrête, on risque d'avoir la planète qui va se remettre au niveau des concentrations de CO2 que l'on a sur Terre. Donc on pourrait gagner plusieurs degrés par décennie.
pas par siècle, par décennie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le choc de termination shock, je ne sais pas comment on dit en français, choc de terminaison peut-être. Mais ça, il faut vraiment se poser la question, si on met cette nature sous perfusion, qu'est-ce qui se passe quand la perfusion se coupe, quand elle s'arrête, et qu'on n'a pas résolu le problème du changement climatique et l'érosion de la biodiversité à la source. Et enfin, je voulais évoquer qui paiera pour enlever ces installations si ça ne marche pas et pour réparer les dégâts. Voilà, je vais m'arrêter là et je pense qu'on a pas mal de temps pour répondre à vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup.